Et je pense que moi, en tant que femme privilégiée, blanche, qui a grandi dans un milieu ouvert, etc., je dois à toutes les autres femmes qui se découvrent homosexuelles de pouvoir dire qui je suis, de pouvoir dire quel est le modèle familial que je suis en train de construire, etc. Parce que ça rendra service à ces femmes-là qui ont besoin aussi de s'identifier à des figures. Et je pense que c'est très important de ne pas cacher ça. Je pense que c'est un devoir de pouvoir exposer cette situation sans en faire des tonnes sur révéler des détails sur ma vie personnelle. Enfin, tu vois, j'essaie de trouver un équilibre entre ne pas étaler ma vie personnelle et en même temps surtout ne pas le cacher. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à ce moment-là, on allait à Duralex. On allait à Duralex et il y avait Paris Match il se trouvait qu'il était prévu qu'un journaliste de Paris Match nous accompagne à Duralex. Et donc à ce moment-là, je savais qu'il voulait me poser cette question-là. Je me suis dit, ok, je vais répondre à cette question-là. Et ensuite, mais je lui avais dit, moi, je ne veux pas que ça soit l'objet de l'interview, je ne veux pas en faire 3 tonnes. En gros, je ne veux pas le photographe qui vient dans mon appart me photographier avec ma famille, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que ça veut dire que notre style nous définit? Exactement, c'est pas du tout notre style ne nous définit pas. Et donc moi, je voulais, c'était un portrait sur moi, mon enfance, mon adolescence, mon parcours avant tout ça. Et donc je trouvais que c'était intéressant que ce soit un point parmi tout le reste, pas en faire une histoire. Et en fait, ensuite, évidemment, c'était pas mon intention, mais Paris Match en a fait le titre Je veux dire qui je suis, Lucie Casté révèle son homosexualité. Et ça a fait le tour sur X, sur tous les réseaux. Et j'ai été beaucoup attaquée sur ce point en disant elle en fait un outil de communication politique, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a des personnalités politiques qui ont fait des tweets qui, à mon sens, qui auraient dû tourner plusieurs fois leur pouce sur leurs mains avant de tweeter ça. Je me souviens notamment de Nathalie Loiseau, qui est une députée européenne Renaissance, qui avait dit quelque chose comme « de mon temps, on se faisait plus discret, pourquoi utiliser ça comme arme de communication politique ?» Je trouve que c'est extrêmement maladroit et déplacé. Oh, c'est fort d'utiliser le mot « arme » en plus. Oui, alors je ne sais pas si elle avait utilisé ce mot-là exactement, mais c'était en substance, ça voulait dire ça. Et j'ai trouvé que c'était très maladroit et très déplacé de dire ça. D'une part, je n'en ai pas fait du tout un outil de communication politique. Et puis, c'était un tout petit peu cocasse venant de quelqu'un qui, quelques semaines plus tôt, avait salué le grand courage de Gabriel Attal, qui avait révélé aussi son homosexualité. Donc voilà, moi j'aurais aimé que ça soit, qu'on n'en fasse pas toute une histoire. Je pense que c'est important de pouvoir le dire parce qu'il faut que ça devienne banal. Malheureusement, il faut constater que c'est toujours pas banal dans la société française. Et donc je pense, en le disant, avoir contribué à le banaliser, en faire quelque chose qui n'est pas un fait majeur qui doit être commenté. Mais bon, évidemment, une fois que tu le dis, ça te dépasse et on peut s'en emparer, quoi. Ben, c'est comme si c'était un peu, pardon, hein, là, je te donne mon avis, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est comme si c'était presque un peu incompatible avec la politique. Ça fait tout de suite un événement énorme, tu sais, genre, quoi, on va avoir une personne à haute responsabilité homo. Tu sais, ah bon, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, enfin, alors qu'en plus, tu vois, très souvent, des personnalités hétéros, elles vont avoir leur portrait en couve de Paris Match avec leur famille et tout. On va jamais commenter le fait qu'ils soient hétéros. Alors qu'en réalité, c'est pareil, elles exposent tout autant, voire beaucoup plus leur famille que moi. Mais bon, voilà, donc j'ai été un peu surprise du traitement que cette information a subi. Après, voilà, ça passe. Hein. T'as déclaré, Lucie Casté, lesbienne, on s'en fiche, c'est privé, ça ne vous regarde pas, aucun intérêt. Vous les connaissez, ces remarques qui se ressemblent toutes? C'est tout simplement une manière d'invisibiliser les femmes lesbiennes, de les exclure du champ médiatique, culturel, politique, comme si tout cela ne nous concernait pas. Pourquoi c'est une manière d'invisibiliser les femmes lesbiennes? Ça m'a percuté, ça. Bah parce que à ce moment-là, quand cette info est sortie, il y a énormément de gens qui ont réagi, alors plutôt des hommes hétéros, hein, qui ont réagi en disant mais on s'en fout, pourquoi elle en parle? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que s'il y a une multiplication de réactions comme ça, c'est bien précisément qu'on s'en fout pas, sinon il ne réagirait même pas. Et donc je pense que dans la société française, en 2024 en l'occurrence, c'est encore un sujet d'être lesbienne ou gay quand on fait de la politique, c'est encore commenté, c'est malheureux, mais ça l'est. Et donc je pense que de réagir comme ça en disant on s'en fout, ça nous intéresse pas, c'est une manière de dire en fait surtout n'en parlez pas. Et moi je pense que ça c'est délétère et c'est très mauvais pour toutes les jeunes personnes qui sont en train de découvrir leur identité, leur orientation, qui ont besoin aussi de voir que ce n'est pas un problème, que ce n'est pas une difficulté, qu'on peut vivre très bien dans la société en étant homosexuel.
Et donc je pense que c'est important de pouvoir le dire sans pour autant en faire ensuite une histoire à commenter, quoi. T'as su à quel âge que tu étais attirée par les femmes? Alors moi, j'ai toujours été attirée par les hommes et par les femmes. Ah, donc t'es bi. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet, c'est pas du tout connu, la bisexualité, on n'en parle pas du tout en France. Non, on te demande un c'est peu de vrai. choisir ton camp. Oui. Et je crois que je l'ai toujours su. Depuis toujours. Ouais. T'avais quel âge quand t'as conscientisé la chose? Moi, je sais que je m'en souviens. Enfin, dans nos parcours, je me permets de dire vas-y, non, vas-y. on a tous cette histoire un peu marquante parce qu'elle est perturbante quand on est enfant, parce que c'est pas le schéma hétéro Ouais. qu'on voit à la télé, dans les médias et que nous apprennent nos parents. Je ne saurais pas dater, je dirais jeune adolescence. Mais moi, je l'assimile plutôt à un trait de caractère que j'ai beaucoup, c'est que j'aime pas renoncer et que je refuse de choisir. Et donc, moi, j'ai toujours considéré qu'on pouvait tomber amoureux ou en l'occurrence amoureuse de quelqu'un, quel que soit son genre ou son sexe. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été présent, je crois. Et t'as déjà été amoureuse d'hommes? T'es aussi tombée amoureuse d'hommes? Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y avait une différence justement entre l'amour que tu pouvais porter pour un homme ou l'amour que tu pouvais porter pour une femme? Est-ce qu'il y avait une forme d'amour que tu préférais? Non, je pense pas qu'il y ait de différence. Il y a forcément une différence dans la relation que tu construis, mais qui est liée à l'individualité de la personne avec qui tu es en couple ou tu construis une histoire d'amour. Mais je pense pas que cette forme d'amour soit différente en fonction du sexe de la personne. Est-ce que c'est un coming out que tu as dû faire auprès de tes proches ou alors c'était pas du tout en mode coming out? Parce qu'il y a il y a un peu deux teams sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui disent oui, c'est normal, c'est une étape, c'est pas le schéma hétéro, donc il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut accompagner, il faut faire de la pédagogie auprès de ses proches. Ouais. Et d'autres qui disent mais moi je suis totalement contre, non, on ne demande pas à une personne hétéro de dire maman, papa, je suis hétéro. Oui, pour moi, ça a été une forme de coming out quand j'ai été en couple avec une femme, parce que c'était la première fois que j'étais en couple avec une femme. Donc, quand je leur ai présenté, quand j'en ai parlé d'elle, il a bien sûr... Enfin, voilà, ça a été une forme de coming out. Ensuite, dans ma vie courante, en revanche, je dirais un peu des deux. Tu vois, c'est un coming out de tous les jours dans la sphère professionnelle. Quand tu dis, bon, puis maintenant, puisque c'est une information publique, mais quand au travail, je disais avec ma compagne, tu sens un tout petit moment de suspension dans la discussion et les gens tout de suite disent ah oui, oui. Donc ça, c'est une forme de coming out. Et en même temps, moi, j'en ai toujours parlé de manière très facile, sans en faire des tonnes. Je pense qu'il faut que ça soit normalisé. Donc j'en parlais comme j'aurais dit mon mari ou mon conjoint. Et avec ta conjointe, justement, avec qui vous avez 2 enfants aujourd'hui, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ah oui, on s'est rencontrés en 2012. Ah bah oui, ça fait ça fait 12 ans, 13 ans. Ouais. Et comment elle vit justement toute cette nouvelle étape en passant de haut fonctionnaire, même si tu n'aimes pas le terme, mais que tu le veuilles ou non, tu es une figure politique aujourd'hui. Ouais, c'est pas toujours facile cette exposition, notamment parce que quand on sort dans la rue le week-end, en famille, parfois il y a des gens qui viennent me parler. Et donc forcément, ça crée quelque chose d'un peu étonnant. Je pense que ça n'a été pas facile, l'exposition extrêmement subite et puis immense de l'été. Soudaine. Ouais, soudaine et puis très violente quand même, hein, Ouais. de l'été 2024. Et puis maintenant, ça va. Mais c'est vrai que ça a été un grand chamboulement dans notre vie. Tu as déclaré que tu avais été victime de messages de haters d'extrême droite concernant ta relation avec une femme. Oui. De qui? Quels propos? Je saurais plus te dire. J'ai essayé de pas mal m'en protéger à ce moment-là. Je regardais plus trop mes réseaux, mais oui, à ce moment-là et au moment d'une interview où j'ai dit quelque chose sur la régularisation des sans-papiers, j'ai reçu plein de commentaires disant j'espère que tu vas te faire violer. Mais donc ça mélangeait un peu le côté par un migrant, par quelqu'un sous OQTF. Enfin, c'était Ah oui, d'accord. ouais, c'était très violent. Donc, quand on n'est pas d'accord avec toi, on se sert en gros de ouais, ouais. Bah, c'est pas tous les jours. C'est pas systématique. C'est pas tous les jours, mais c'est arrivé, ouais. Et ça, c'était des membres de l'extrême droite? Alors, je peux pas affirmer avec certitude que c'était des gens d'extrême droite, mais quand tu regardais les profils de ces personnes-là, ce que j'ai essayé de pas trop faire, hein, mais quand tu le regardes un peu, c'est des gens qui, en tout cas, affichent une proximité avec les idées d'extrême droite. Est-ce qu'ils sont devenus, selon toi, gay-friendly, le Rassemblement national? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, je pense que ça fait partie des contradictions très nombreuses qui traversent le Rassemblement national. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des figures du Rassemblement national qui sont ouvertement homosexuelles. Sébastien Chenu, par le exemple. vice-président, Ouais. ou encore Jean-Philippe Tanguy.
Et pour autant, on ne peut pas dire qu'ils portent des idées dans leur corpus idéologique qui soient très gay-friendly.